C'est l'heure du grand dossier, soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Ce soir, cette question, travailler plus pour gagner plus, est-ce le retour? Oui, le retour du travailler plus pour gagner plus. C'est même du sarko-discount, dénonce déjà le Parti Socialiste. Je m'explique, pour éviter la censure, le Premier ministre Sébastien Lecornu compte bien jouer sur le portefeuille des Français qui travaillent alors que les syndicats, vous l'avez suivi, ont battu le pavé pour la troisième fois en un mois. Très opportunément, eh bien Matignon fait fuiter des pistes dans ce sens, défiscalisation et baisse des cotisations sur les heures supplémentaires, baisse de l'impôt sur le revenu pour les couples payés légèrement au-dessus du SMIC. On va tout vous expliquer, hein. Rétablissement de la prime Macron, et on parle beaucoup, vous le savez aussi ces derniers jours, de la baisse de la CSG sur les bas salaires. On met tout sur la table, et il y a aussi des pistes que le Premier ministre appelle de justice fiscale. Elles sont nombreuses, mais tout ça, est-ce à la hauteur des Français, de leurs attentes, de nature à apaiser les esprits, de nature à acheter aussi la paix politique mal partie? Regardez, écoutez, le retour du travailler plus pour gagner plus, c'est comme un sentiment de retour vers le passé. Monsieur Lecornu est en train de devenir le ministre des copier-coller. Toutes ces mesures, c'est de la reprise, soit de mesures qui existent déjà ou qui ont déjà existé. C'est pas en saupoudrant un ensemble de mesures qu'il va pouvoir apporter la preuve qu'il est convaincu qu'il y a besoin d'une vraie rupture. Personne ne connaît le montant qui est prévu en direction des salariés, et puis les mesures qui sont suggérées sont quand même très datées. On me parle du retour de la prime Macron. Mais enfin, la prime Macron, dans son nom, il y a Monsieur Macron. Et Monsieur Lecornu disait il y a quelques jours que sa volonté, c'était de rompre avec la politique de Monsieur Macron. Et donc, pour rompre avec la politique de Monsieur Macron, il va réintroduire la prime Macron. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de retrouver sur ce plateau Valérie Nataf. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Éditorialiste politique pour LCI. Bonsoir Claire Fournier. Bonsoir Merci Amélie. d'être avec nous. Bonjour à 17h. Je vais trancher un jour. Claire Fournier, éditorialiste économique LCI. Bonjour Jean-Marie Le Guen. Voilà, bonjour. Bonjour. Ancien ministre socialiste. Bonjour Renaud Pilat. Bonsoir à tous. Éditorialiste politique LCI. Et nous sommes avec Antoine Fouché. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes président de Quintet Conseil et vous êtes ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, et vous êtes l'auteur du livre Sortir du travail qui ne paie plus, dont on parle beaucoup, mais alors beaucoup ces derniers temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous entendre, l'actualité c'est aussi du côté de Matignon, puisque Bruno Retailleau vient de quitter Matignon et donc Sébastien Lecornu. On en parle avec vous, Meya Gessoum, avec Sylvain Guyot, vous êtes sur place. On peut le dire, sur le front politique, on va revenir sur ce qui s'est passé dans les rues, mais sur le front politique, il y a accélération quant à la composition du gouvernement, là. Ah oui, complètement. Bruno Retailleau, comme vous l'avez dit, vient de quitter l'hôtel de Matignon il y a quelques minutes seulement. Il s'est entretenu pendant plus de 2 heures avec le Premier ministre Sébastien Lecornu pour parler du futur gouvernement, nous confiait l'entourage du Premier ministre. Alors nous n'avons pas plus d'informations à ce stade concernant l'issue de ce rendez-vous. Était-ce pour dealer un accord gouvernemental avec les Républicains? Car rappelez-vous, le parti Les Républicains avait envoyé une lettre au Premier ministre avec ses lignes rouge pour le futur budget de 2026, mais tout s'accélère quelques heures après les annonces de Matignon sur les pistes du travail qui pourraient figurer dans le prochain projet de loi finance 2026. En tout cas, tout se jouera sûrement demain, car le Premier ministre recevra tour à tour les oppositions ici à l'hôtel de Matignon, en commençant par le Rassemblement national, puis le Parti socialiste, qui n'exclut pas d'ailleurs de censurer le gouvernement. Merci infiniment. Meya Gessoum avec Sylvain Guyot depuis Matignon. Merci beaucoup à vous. Alors, à n'en pas douter, ils ont dû parler des pistes qui ont opportunément fuité aujourd'hui, qui viennent de Matignon, des pistes pour aller dans le sens du portefeuille des Français, je précise des Français qui travaillent. Il faut qu'on s'arrête sur ce retour du travailler plus pour gagner plus, et je vous disais même du Parti Socialiste qui parle du disco. Du sarko-discount. Ce serait une autre histoire, le disco, franchement. C'est Philippe Brun, côté PS, qui dit ça. Mais nous, on vous détaille tout ce qui s'est dit aujourd'hui grâce à Claire Fournier. Allez, Claire, il faut dire, pour commencer, que Sébastien Lecornu, vous pouvez aller même jusque-là, il étudie une défiscalisation et une baisse des cotisations sur les heures supplémentaires. Oui, exactement. L'idée, c'est bien évidemment d'ajouter quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros à la fiche de paie pour les Français. Donc, de quoi on parle? Bien évidemment, de faire des heures supplémentaires sans payer d'impôts. C'est possible aujourd'hui jusqu'à 7 500 € par an. On ne paye pas d'impôts lorsqu'on fait des heures supplémentaires. On pourrait aussi alléger les cotisations sociales qui sont
sont redevables aujourd'hui. Donc l'idée, c'est peut-être d'augmenter ce plafond. Alors ça vous rappelle sans doute, vous l'avez dit, les années Sarkozy, puisque c'est effectivement le dogme du travailler plus pour gagner plus. Et du temps de Nicolas Sarkozy, eh bien, on pouvait gagner 150 € par mois en moyenne. C'est ce que disait Nicolas Sarkozy à l'époque. Le bémol quand même, c'est que c'est au bon vouloir de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est votre entreprise qui décide ou pas de vous octroyer des heures supplémentaires. L'autre piste claire, il envisage, le Premier ministre, une baisse de l'impôt sur le revenu pour les couples payés au SMIC. Oui, alors vous savez qu'en tant qu'individu, si vous êtes au SMIC, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Mais seulement lorsque vous êtes en couple, que vous n'avez pas d'enfant, eh bien au niveau du SMIC, vous pouvez payer une toute petite partie d'impôt. Alors par exemple, on vous a sorti cet exemple-là d'un revenu à 2 600 € net par mois pour deux. Ça donne un impôt de 50 € par mois. Je précise d'ailleurs qu'en dessous de 61 € pour l'impôt, vous n'êtes pas tenu de le payer. Il y a du flou là-dessus. Je rappelle que ce ne sont que des pistes. Mais Matignon est quelque peu revenu en arrière sur cette idée de considérer uniquement des gens au seuil du SMIC. Ça peut être légèrement au-dessus du SMIC. Légèrement, oui. C'est vrai qu'il y a même une rectification pour que les choses soient bien claires. On sent que chaque mot est pesé là en ce moment. Et puis il y a, comme on parle de retour, de comeback, le retour de la prime Macron. Oui, là aussi, il s'agit de rajouter quelques centaines, voire quelques milliers d'euros sur la fiche de paie à la fin de l'année. Alors, encore une fois, là aussi, c'est au bon vouloir de l'entreprise. Ça dépend si elle a les reins suffisamment solides, si elle a la volonté de vous proposer cette prime Macron, qui va aujourd'hui jusqu'à 3 000 € par an, sans être redevable de cotisations sociales. Elle n'est pas exonérée de l'impôt sur le revenu. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut jouer. Alors, il y a aussi, alors ça c'est pas dans les fuites du jour, mais depuis plusieurs jours, vous le savez, la CSG revient dans l'air. La baisse de la CSG, la contribution sociale généralisée qui sert à financer la sécurité sociale et qui depuis son instauration en 91 est passée de 1 à 9%. On en parle. Oui. Alors la baisse de la CSG, c'est probablement la mesure qui permettrait le plus et le mieux de rapprocher le brut du net. Vous savez, c'est une grosse revendication des Français. Effectivement, cette proposition du PS, dont on ne sait pas si elle sera retenue par Sébastien Lecornu, mais c'est d'alléger cette CSG sur les salaires de 1 à 1,4 SMIC, c'est-à-dire entre 1 800 et 2 500 € bruts. Le hic, Amélie, c'est que ça coûterait extrêmement cher. Les estimations qui courent, c'est autour des 10 milliards d'euros. Merci beaucoup Claire Fournier, c'est très clair. Antoine Fouché, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous dites vive le retour des heures sup défiscalisées, travailler plus pour gagner plus ? Non, si je dois choisir entre oui et non, la réponse c'est non, parce que le Premier ministre, il fait comme il peut, il n'a pas de majorité, il essaye de composer avec des injonctions contradictoires, des forces contradictoires, donc la critique est facile, l'art est difficile, mais une fois qu'on a dit ça ne va pas résoudre le problème. Les heures sup ne peuvent pas par elles-mêmes, même défiscaliser, même totalement désocialiser, elles ne peuvent pas résoudre par elles-mêmes le problème structurel qu'on a depuis une quinzaine d'années dans notre pays et qui est que le travail ne paye plus au sens précis où il ne permet plus à la grande majorité des gens qui travaillent, quel que soit leur niveau de revenu, d'améliorer leur vie matérielle en travaillant, pour les deux raisons. La première, c'est, vous l'avez rappelé dans le reportage juste avant, c'est que les heures sup, c'est pas à la demande des salariés, ça concerne pas tout le monde, même si ça peut concerner plusieurs millions de salariés, mais je rappelle qu'il y a 28 millions de gens qui travaillent et qui vivent de leur travail en France, sur 68 millions de Français, 20 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires, 3 millions d'indépendants. Donc ça, même si ça touchait 2 ou 3 millions de personnes, ça ferait 10% des gens qui bossent. Et puis la deuxième raison pour laquelle ça ne résout pas le problème structurel, c'est qu'à travail constant, donc pour la même quantité de travail aujourd'hui, quelle que soit sa durée de travail, on a un sujet d'écart qui n'a jamais été aussi important depuis 1945 entre ce que les gens gagnent en travaillant et ce qu'ils gardent pour eux. Le coin fiscalo-social, comme on dit de façon un peu technique, et la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on garde pour soi, c'est 5 choses. C'est les cotisations patronales, les cotisations salariales, la CSG, la CRDS et l'impôt sur le revenu. Donc comme vous l'avez dit juste à l'instant, c'est vrai que la mesure la plus efficace dans tout ce qui est lancé comme piste serait la baisse de la CSG. Comme c'est la plus efficace, c'est logique, c'est la plus coûteuse. Il y a quand même un hic aussi dans la proposition du Parti socialiste, qui est une proposition qui est reprise d'une organisation patronale des petits commerçants et indépendants et professions libérales, l'UDP, qui a fait cette proposition-là sur la CSG il y a 2 mois. C'est que ça concernerait que les salaires en net de 1 200 à 2 000 euros.
Or, même pour les gens qui gagnent 3 000 € aujourd'hui par mois, ils n'améliorent plus leur niveau de vie. Antoine Fouché. Il faut une mesure générale pour l'ensemble des gens qui travaillent, me semble-t-il, si on veut résoudre le problème, et massive, et pas simplement ciblée sur certains niveaux de revenus. Alors, on va reprendre tous les points les uns après les autres. Il faut faire un peu de pédagogie ce soir. Je reste sur les heures supplémentaires et la musique du retour du travail plus pour gagner plus. Les recettes d'hier pour gérer la situation d'aujourd'hui, Marie Le Guen, c'est la bonne solution ? Oui, alors même si il semblerait, à travers tous les bruits qui arrivent, qu'il y a encore des paniers de mesures un peu plus générales, que ce soit en termes d'augmentation des impôts sur les plus riches ou que ce soit en termes de distribution de pouvoir d'achat. Par exemple, la baisse que vous indiquez, même si Antoine Fouché a raison de critiquer la limitation du sujet en termes de ciblage, il est clair qu'il y a un mouvement qui est un peu différent de ce qui se passait auparavant, même si on ressort effectivement les mêmes recettes pour partie, mais c'est des recettes qui avaient donné une certaine forme de satisfaction très limitée en son temps. Voilà, donc on en est là. On ne voit pas, sur le plan politique, on ne voit pas de mesures annoncées aujourd'hui qui soient de nature à satisfaire ni les organisations syndicales, bon, très bien, ni même le Parti socialiste. Oui, c'est-à-dire qu'au plan politique, voilà, ce qui veut dire que dont on parle là ne serait possible que si c'était adopté dans un budget. Bien sûr, on va reparler du plan politique, il est central, mais est-ce que quelque part, malgré toutes les bémols que vous mettez sur la table et les incertitudes, il toucherait juste. Est-ce qu'en effet, il ne faut pas se dire que le travail paie de plus en plus mal, et ce n'est pas Antoine Fouché qui va me démentir. Quand on regarde encore dans le Parisien la différence entre le salaire brut et le salaire net qui ne cesse de s'accroître, sur 100 € par exemple, prenez 100 € versés par l'employeur, regardez ce qui arrive dans la poche du salarié. C'est 54 € en 2025, c'était 60 € en 90, 69 € en 1970. On est au cœur du sujet. Il serait au cœur du sujet en réalité ? Oui, et on comprend que le Premier ministre fasse fuiter un certain nombre de mesures pour tenter d'expliquer à quel point il s'intéresse à cette question du pouvoir d'achat. C'est d'une certaine manière, un peu nouveau dans le discours et la rhétorique de l'exécutif, parler du pouvoir d'achat. On a eu beaucoup sur la dette, on a eu beaucoup sur les impôts. Là, on parle du pouvoir d'achat. D'une certaine manière, on change le poids du corps. Et donc, on espère parler à ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, mais comme l'a expliqué Jean-Marie Le Guen, comme l'a expliqué Antoine Fouché, on comprend bien que pour les organisations syndicales et pour le Parti socialiste, le compte n'y est pas. Parce qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Le simple fait qu'on évoque Nicolas Sarkozy pour le travailler plus, pour gagner plus, ou comme le disait Manuel Bompard, qu'on évoque la prime Macron alors que Sébastien Lecornu a promis une rupture, contribue à amoindrir la force symbolique de ces mesures. Mais Antoine Fouché, vous estimez, j'imagine vous le premier, puisque vous écrivez depuis des mois maintenant, des années sur le sujet, vous estimez qu'il est au cœur du problème. Quelle que soit la solution, on n'est pas loin d'être au cœur de ce qu'attendent réellement les Français ? Sur le type de mesure avec la CSG, encore une fois, je ne pense pas les autres mesures, mais la CSG, c'est-à-dire quelque chose qui rapproche le brut du net ou qui fait que cet écart se réduit un peu alors qu'il n'a cessé de se creuser depuis une cinquantaine d'années. Oui, c'est ça, me semble-t-il, c'est ça la bonne piste à court terme, parce qu'à court terme, il n'y a pas d'autre manière, me semble-t-il, de faire que le travail paye plus, au sens permettre de mieux vivre année après année. Après, on n'y est pas du tout, je pense, à deux niveaux. Si je reprends la proposition de 1 à 1,4 SMIC, de la baisse de la CSG, pour pas parler en SMIC, mais en salaire réel, entre 1200 enfin 1400 et 2000 € net par mois pour les gens. D'abord, encore une fois, c'est même quand vous êtes à 2005, 3000, le sujet du pouvoir d'achat du travail, d'améliorer sa vie avec son travail se pose, premier point. Et deuxième point, si c'est une baisse d'1 ou 2 points, ce qui coûterait déjà cher, vous l'avez rappelé, ça dépend comment c'est ciblé, mais même 1 ou 2 points, ça fait très concrètement pour les gens 2 points de salaire net en plus. Donc ça se voit, c'est bien, mais c'est une fois, et puis l'année prochaine, le problème se pose à nouveau. Donc, me semble-t-il, en ampleur, si on veut vraiment changer
de calibre et faire en sorte que on puisse, sans mentir aux gens, leur dire le travail va à nouveau payer, et c'est une vraie rupture. Oui. C'est plutôt de l'ordre de 10 points qu'il faut aller chercher, ce qui coûte à peu près 100 milliards d'euros. Et on voit évidemment du coup pourquoi on ne le fait pas. C'est que si on va chercher 100 milliards d'euros, c'est 100 milliards d'euros de plus d'économies à aller trouver. Et c'est là où il y a une forme un peu, si je suis un peu taquin, un peu d'hypocrisie des organisations syndicales et du Parti socialiste, parce qu'il y a des mesures pour aller chercher du pouvoir d'achat, mais comment on les finance? Et même avec la taxe Zuckman, qui ferait 15 milliards d'euros, avec la taxe Zuckman de 15 milliards d'euros, vous financez un point et demi de... Alors, Antoine Fouché, on reste ensemble encore une fois, mais il y a des signaux à envoyer quand même aux uns et aux autres. À la gauche, par exemple, la baisse de l'impôt sur le revenu pour les couples payés légèrement au-dessus du SMIC, ça, c'est pas un gage envoyé à la gauche, Renaud Pilin? Si, c'est un gage, mais ils sont trop faibles, parce que le Parti socialiste est dans une position maximaliste pour deux raisons. D'abord, c'est classique lors de début de négociation. Or, il y a un début et une fin, mais qui est très rapide, puisque le Premier ministre reçoit demain matin le Parti socialiste, et donc chacun arrive en étant au 5e, 6e étage, et le compromis, on doit redescendre au premier étage. Donc, chacun peut essayer de faire un pas, et de toute façon, si jamais le PS topait, ce que je ne crois pas, ou peu, eh bien, il faudrait qu'il décroche quelque chose, une victoire politique vis-à-vis de son électorat. Donc, il est sur une position plus haute, mais on peut le comprendre. La proposition sur le SMIC d'un impôt, ça ferait un gain de 50 € par mois sur le couple. 50 € par mois. Or, le PS veut un gain beaucoup plus important. Donc là, le compte n'y est pas. Deuxièmement, on est sur des vieilles recettes. On ne peut pas, avec le modèle social existant, continuer à avoir un pouvoir d'achat qui augmente. Troisièmement, en revanche, il vaut mieux un budget rafistolé. Il faudrait des mesures structurelles, mais il ne peut pas. Il vaut mieux un budget rafistolé que pas de budget du tout. Je dois dire au revoir à Antoine Fouché qui doit nous quitter, donc on le remercie. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous, président de Quintet de Conseil, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Et je rappelle votre livre qui compte beaucoup en ce moment, auteur de Sortir du travail qui ne paie plus aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Claire, je reviens vers vous sur l'efficacité, la pertinence de mesures telles que baisse de l'impôt sur le revenu pour les couples payés légèrement au-dessus du SMIC ou rétablissement de la prime Macron, par exemple. Alors, le rétablissement de la prime Macron, c'est une prime. Donc, encore une fois, c'est au bon vouloir de l'entreprise qui vous emploie. Et donc, c'est uniquement pour les salariés, ça on l'a dit. Ce n'est pas une hausse de salaire. Aujourd'hui, si les gens sont dans la rue, c'est pour manifester bien contre la faiblesse de leur salaire, contre leur pouvoir d'achat qui est attaqué, contre le fait de travailler plus longtemps. Et Antoine Fouché n'a pas eu le temps mais une des grandes thèses de son livre, c'est que pour sortir du travail qui ne paie plus, il va bien falloir travailler plus. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il est difficile à faire entendre. C'est fondamental. Puisque c'est fondamental, mais effectivement, on a bien vu avec la mobilisation contre les retraites, les Français n'y sont pas prêts parce qu'ils considèrent que partir à 62 ans aujourd'hui, c'est un acquis social. Donc ça fait un peu mesurette, effectivement, et je n'ose croire que ça va être juste ça, en fait, le budget 2026. Il va falloir des choses beaucoup plus significatives pour les Français sur leur pouvoir d'achat qu'une prime, des heures sup défiscalisées, et puis l'impôt sur le revenu. Alors effectivement, c'est bien pour ceux qui ont des tout petits salaires. Ils ne payent pas énormément d'impôts aujourd'hui. Et puis, ce que disait Antoine Fouché aussi est très juste sur cette classe moyenne entre 2 500 et 3 500 € par mois, qui a toujours le sentiment que c'est elle que l'on taxe, à qui l'on demande des efforts, etc., mais qui est trop aisée pour pouvoir avoir, elle, des coups de pouce. Le vrai sujet, c'est qu'on voit bien quand même qu'il faut mieux payer le travail. Mais le tout dans une France qui travaille de moins en moins, ou en tout cas pas suffisamment par rapport à ses objectifs, l'innovation, la défense, la solidarité, changement démographique. Donc on ne travaille pas assez par rapport à ses besoins, ceci est absolument clair. Et il faut que le travail rapporte plus. Donc il faut quelque part trouver l'argent ailleurs. Ce que propose Antoine Fouché d'ailleurs. Il a un plan qui doit être discuté et amélioré. Mais au moins, il n'est pas comme tous ces démagogues qui disent on va augmenter les salaires et les prestations, et de l'autre côté, ne nous disent rien sur la manière, à part la taxe Zuckman, dont, à juste titre, Antoine Fouché montre à la fois les limites et sans doute les difficultés de mise en œuvre, si tant est qu'elle soit jamais mise en œuvre.
Donc, lui propose, et ce n'est absolument pas dans la discussion, mais par exemple, qu'il y a un transfert de richesse des inactifs vers les actifs. Il faut dire les choses comme elles sont. Non, mais c'est le problème français, pas le seul, parce que Antoine Fouché relie ça à une chose beaucoup plus positive, comme ça je fais de la publicité pour son livre et j'assume complètement, c'est qu'il dit on s'en sort par la croissance générale, c'est-à-dire plus de travail, plus de croissance, une meilleure répartition de la richesse créée entre les actifs et les inactifs, mais le tout tiré vers le haut. Je vais rajouter, je voudrais juste mettre sur la table une autre mesure qui peut compter pour beaucoup, c'est la mesure encourageant la transmission aux petits-enfants et aux jeunes. Faire circuler l'argent, sortir l'argent des poches, c'est l'épargne aussi qu'on touche. Je regarde Claire Fournier parce qu'elle a écrit sur le sujet et c'est vraiment son sujet. C'est un de mes sujets de prédilection. Je vous propose d'écouter la réaction de Sophie Binet, justement, sur ce thème. Regardez. On croit rêver. On lui dit, ça fait 3 journées que les salariés sont dans la rue pour dire il faut que le travail paye. On n'en peut plus que ça soit le monde du travail qui fasse tous les sacrifices. Et il nous répond pour une mesure pour faciliter les transmissions de patrimoine. Ce qu'il faut, c'est revaloriser le travail, augmenter les salaires, mettre fin aux sacrifices qu'on veut imposer au monde du travail et puis abroger la réforme des retraites. Donc il faut qu'il arrête des hors-sujets. C'est votre moment, Claire Fournier. Est-ce que vous saluez Écoutez, effectivement, moi, dans mon livre, je préconisais de faire circuler l'argent. Donc, je préconisais que les donations, plus précisément aux jeunes, soient facilitées. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, sous un plafond qui est de 32 000 €, voilà, vous ne payez pas d'impôts pour les petits-enfants, mais au-delà, vous en payez et ils sont assez conséquents. Après, ça ne résout pas tout, bien évidemment. Ça fait circuler l'argent entre les générations et ça empêche que l'héritage soit capté par les plus de 60 ans, mais ça reste dans les familles qui sont aisées. Donc, si vous voulez, ça ne répond pas aux problématiques des gens qui sont aujourd'hui dans la rue, mais ça peut répondre en partie aux problématiques de certains jeunes. J'accueille sur ce plateau, bonsoir à vous, Agathe Foucault, vous êtes porte-parole de la police nationale. Merci beaucoup de nous rejoindre à l'issue de cette journée de mobilisation. À l'issue, je m'emporte un peu, il est 17h20, tout n'est pas complètement terminé. Merci d'être avec nous. La question traditionnelle, quel est votre bilan à cette heure de cette journée de mobilisation ? Alors la mobilisation, vous l'avez dit, est présente aujourd'hui. C'est à 16h, 185 000 manifestants sur l'ensemble du territoire national. Et puis c'est 76 000 policiers et gendarmes qui ont été engagés dès ce matin jusqu'à ce soir et jusqu'à la dispersion des manifestations. Nous avons comptabilisé près de 300 opérations de voie publique, opérations de mobilisation sur la voie publique, dont 50 opérations de blocage qui ont été bloquées ou sont en phase d'être débloquées. Sur les interpellations, vous pouvez nous redire ? Oui, 14 interpellations donc à 14h en zone police nationale. C'était des interpellations soit pour des violences envers les forces de l'ordre, des jets de projectiles ou des interpellations pour dégradation. Alors on va comparer ça avec la journée du 18 septembre dans un instant, on va le faire ensemble. Mais d'abord on reprend la direction du terrain. Marianne Cotonoff, vous êtes pas loin de l'arrivée d'ailleurs de la manifestation désormais, peut-être même sur le point d'arrivée. Marianne Cotonoff avec Marine Truchot. Ça se passe plutôt dans le calme alors que c'est l'heure de la dispersion déjà, j'ai l'impression, derrière vous, non ? Mais Amélie, c'est vraiment exceptionnel parce qu'il n'y a eu aucun incident depuis le début de la manifestation jusqu'à la fin. Nous sommes ici place Vauban, donc c'est là la fin de la manifestation. Les syndicats et le cortège continuent d'arriver, mais sous un calme vraiment absolument incroyable. Il faut dire que les forces de l'ordre étaient bien mobilisées. Vous le voyez sur les images de Marine Truchot. Derrière le cortège qui continue d'arriver, eh bien vous voyez ce cordon de CRS tout autour de la place Vauban pour éviter les débordements qui ont souvent lieu d'ailleurs lors de la dispersion de la manifestation. Mais ici, il n'y a pas un black bloc en vue, il n'y a pas un casseur et tout s'est vraiment déroulé dans un très grand calme et dans une ambiance vraiment bon enfant, même si la participation était beaucoup moindre que la dernière manifestation. Néanmoins, on voit bien que tout s'est super bien passé cet après-midi à Paris. Merci Marianne Cotonoff avec Marine Truchot. Allez, on reprend le fil de notre entretien. Agathe Foucault, comment vous expliquez de votre côté la différence par rapport au 18 septembre ? Il y avait beaucoup plus d'interpellations et la dispersion, on l'avait vécu un peu ensemble. C'était moins bien passé qu'aujourd'hui. C'était pas non plus à des niveaux, mais plus compliqués. Il y avait moins de monde dans les rues. Certes, premier argument, mais par ailleurs, comment vous expliquez qu'il y ait moins de black blocs, moins de problèmes à l'issue aujourd'hui ?
précisément sur la mobilisation de Black Bloc, ou en tout cas d'individus qui souhaiteraient profiter d'une manifestation pour commettre des infractions, ces personnes, effectivement, profitent toujours du nombre important de manifestants pour se réunir et pour commettre des dégradations ou pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Donc effectivement, depuis quelques années, dès lors qu'on a un grand rassemblement de personnes, on a souvent, en tête de cortège, en marche de cortège, un groupe qui va se former, un pré-cortège, et qui va justement commettre des dégradations ou s'en prendre aux forces de l'ordre en profitant justement du nombre important de manifestants. Et là, aujourd'hui, la manifestation était trop petite pour qu'ils viennent s'infiltrer ? Alors là, on voit la situation de Paris, mais les manifestations ont quand même eu lieu sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, mais d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas eu les événements qu'on a connus le 18 septembre. Donc vraiment, je plus sois ma question. Oui. Exactement, le dispositif policier qui a été mis en place avec l'appui des gendarmes a permis d'éviter la constitution de groupes violents en tête ou aux abords des cortèges. Et puis l'autre point qui est quand même très différent par rapport à la semaine dernière et par rapport au 10, c'est que ce matin, nous avons eu beaucoup moins d'actions, beaucoup moins de blocages, et la mobilisation s'est concentrée sur l'après-midi et sur les cortèges traditionnels, où on a un encadrement par les syndicats qui est fait, un travail qui est fait en amont avec les syndicats et les autres partenaires sur les manifestations. Il y avait 76 000 représentants des forces de l'ordre déployés, c'est ça, sur l'ensemble du territoire. Oui. Je vais vous poser la même question que lors du 18 septembre. Certains, vous le savez, vont estimer que c'était un peu surdimensionné par rapport aux prévisions de mobilisation. Et vous répondez ? Que les chefs de police dans les territoires savent faire leur travail et qu'ils établissent les dispositifs sous l'autorité du préfet en fonction des informations qui sont transmises par la Direction nationale du renseignement territorial, en fonction de la mobilisation qui est anticipée, en fonction des autres risques aussi qu'on peut apprécier lorsqu'on a un rassemblement de personnes important. Nous avons toujours en tête le risque terroriste, et c'est toutes ces dimensions qui justifient l'engagement des policiers et des gendarmes. On voit le nombre de manifestants qui vient de tomber du côté de la CGT, c'est 600 000 manifestants. Revendication du 18 septembre, c'était 1 million du côté de la CGT, on va y revenir dans un instant. Mais vous estimez aujourd'hui que c'est une réussite de la stratégie de maintien de l'ordre mise en place par le ministère de l'Intérieur ? Le seul objectif du dispositif policier, c'est de permettre à chacun de manifester calmement, d'exprimer ses opinions, de pouvoir déambuler sur l'itinéraire qui est déclaré sans être pris à partie, sans être assimilé à des personnes qui seraient là pour autre chose que revendiquer des idées. Et donc, effectivement, on ne peut que se satisfaire que les 185 000 personnes que nous comptabilisions à 16 heures aient pu exprimer leurs revendications, leurs idées comme elles le souhaitent, sans que leur message ne soit pollué par d'autres images, par des images de personnes qui casseraient ou qui dégraderaient ou qui s'en prendraient aux policiers. Oui, Renaud. Oui, les Black Blocs ne se sont pas du tout mobilisés aujourd'hui. Et il y a un mois, c'était également le cas. On avait eu des cortèges où il y avait eu assez peu de dégradations. Et ça, mais il y en avait plus qu'aujourd'hui, malgré tout. Oui, il y en avait plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et quasiment pas. Donc effectivement, il y a un mois, il y en avait un peu plus, même si les Black Blocs n'étaient pas intervenus il y a un mois. Et la mobilisation des Black Blocs, en tout cas la formation de Black Blocs, parce que c'est pas un groupe, mais c'est une méthode pour mettre le désordre dans les manifestations, c'est très compliqué à prévoir. On avait, il y a 15 jours sur le plateau, le préfet l'allemand, l'ancien préfet l'allemand, qui expliquait que même les services de renseignement ne savent pas vraiment anticiper est-ce qu'il va y avoir des Black Blocs ou pas. Il y a un mois, on avait dit plusieurs centaines de Black Blocs. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Là, ils ne sont pas venus du tout. Effectivement, comme ça a été expliqué, la manifestation est peu nombreuse. Dernière chose, pour Bruno Retailleau, qui a vu Sébastien Lecornu pendant 2 heures cet après-midi, on peut considérer que sur les 2 manifestations, c'est un succès du dispositif. C'est un succès de votre dispositif ? En tout cas, l'objectif est atteint. Les personnes ont pu manifester, bien que ce ne soit pas terminé, mais voilà, chacun a pu manifester, exprimer ses idées comme il le souhaitait, sans qu'il y ait à côté de débordement. Et ça fait plusieurs journées de mobilisation où il y a quand même un déploiement assez exceptionnel de représentants des forces de l'ordre sur le terrain. C'est durable, c'est possible de continuer à mettre autant de représentants des forces de l'ordre sur le terrain, mobilisation après mobilisation, parce que vos hommes et femmes d'ailleurs vont finir par fatiguer, c'est pas extensible. La police nationale, elle regroupe 153 000 effectivement, hommes et femmes qui sont engagés au service de la population. Et on a connu des périodes de très forte mobilisation, des périodes exceptionnelles, la période des Gilets jaunes, la période de la réforme des retraites. Et les policiers ont répondu présent et les policiers répondent présent lorsque on a besoin d'eux.
Je vous remercie, Agathe Foucault, d'avoir été avec nous, porte-parole de la police nationale. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Nous va reprendre le fil des annonces, des pistes qui fuitent opportunément aujourd'hui du côté de Matignon. On vous a parlé de ces pistes pour aider les salariés, les Français qui travaillent. On va vous parler maintenant des autres pistes, ces pistes que le Premier ministre appelle de justice fiscale. Elles sont nombreuses. Et là, c'est à nouveau à nous de jouer, Claire Fournier. Alors d'abord, les mesures pour taxer les plus aisés. Alors oui, on en voit quelques-unes ici. Alors d'abord, pour commencer par la flat tax, vous vous souvenez peut-être, mais c'était une des premières mesures qui avait été prise par Emmanuel Macron lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2018. C'est un prélèvement forfaitaire sur l'impôt sur le capital. Et l'idée, en le portant à 30%, c'était d'encourager l'investissement en France, d'encourager l'entrepreneuriat. Donc ce qui est sûr et certain, c'est que même si c'est porté par Sébastien Lecornu, il aura en face à l'Élysée un Emmanuel Macron qui sera probablement vent debout contre cette hausse de taxes qui pourrait rapporter dans les 1 milliard d'euros selon les estimations. Et par ailleurs, hausse de la fiscalité, non, est-ce qu'on avance sur la contribution sur les hauts revenus? Oui, tout à fait. Alors la contribution sur les hauts revenus, vous savez qu'elle a été instaurée dans le budget 2025 pour donc faire contribuer les plus aisés. Alors elle devait être temporaire. Il semblerait qu'elle puisse être rétablie en 2026. Qu'est-ce qu'elle prévoit, cette contribution différentielle? C'est son nom sur les hauts revenus. C'est que les 20% les plus riches paient au moins 20% d'impôt sur le revenu. Donc qui était touché? 65 000 foyers qui gagnaient 250 000 euros par an pour une personne seule et 500 000 euros pour un couple. C'est la même idée d'ailleurs que la taxe Sarkozy. C'était une surtaxe sur les hauts revenus. Alors là, Nicolas Sarkozy, on s'en rappelle pas toujours, mais il l'avait instauré en 2011, quelques années après la crise financière, justement toujours dans l'idée de faire contribuer les plus aisés à l'effort pour limiter le déficit. Et puis toujours pour parler de ces taxes qui pourraient toucher les plus aisés, il y a bien évidemment cette taxe sur le patrimoine. Alors, ce qu'on comprend, c'est que là, dans toutes ces pistes, c'est tout sauf la taxe Zuckman, tout en donnant quand même le signal que l'on entend la volonté d'une justice fiscale. Donc, il y aura sans doute quelque chose, une contribution sur le patrimoine, mais on ne sait pas encore quelle forme ça pourrait prendre. Puis je termine par cette piste-là, la fiscalisation des actifs non productifs. Là, c'est la taxation des holdings pour éviter l'optimisation fiscale des plus aisés, parce qu'il n'est pas rare que les grandes fortunes nichent leurs avoirs dans des holdings. Donc tout ça, encore une fois, ce sont des pistes, ce sont des ballons d'essai. On ne sait pas ce qui va être retenu dans cette idée de budget. Mais en tout cas, voilà, tout ça, encore une fois, pour essayer de récolter de l'argent. Parce que si on baisse la CSG ou si l'on fait tout à l'heure pour le pouvoir d'achat ce que l'on a évoqué, il faut bien de l'argent en contrepartie. Donc tout cela, une dizaine de milliards d'euros, au bas mot. Et là, maintenant, on en vient aux entreprises. Et également, hausse de la fiscalité des entreprises, Claire. Oui, alors là, c'est... à la fois, on réfléchit à raboter quelques niches fiscales qui coûtent très, très cher. Donc, le crédit d'impôt recherche en est un. Les entreprises y tiennent beaucoup parce que ça permet de favoriser l'innovation en France. Et la surtaxe d'impôt sur les sociétés, elle touchait les entreprises qui avaient un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. Ça aussi, ça devait être temporaire. Donc, évidemment que le patronat renacle d'ores et déjà sur l'idée qu'elle soit rétablie sur 2026. Mais c'est vrai que ça avait apporté beaucoup aux caisses de l'État. Au bas mot, 8 milliards d'euros étaient venus de cette surtaxe en 2025. Donc l'idée, c'est peut-être de la garder en 2026. Merci beaucoup, Claire. On n'en a pas fini avec cet écran, vous et moi. On y retourne dans quelques instants. Mais d'abord, est-ce qu'il y a dans ces mesures certaines mesures qui trouvent grâce à vos yeux? On va prendre les choses les unes après les autres, comme on aime le faire. Sur la taxation des plus aisés, est-ce que vous retenez des mesures, des pistes, en tout cas, qui vous semble parfaitement pertinente? D'abord, c'est un cocktail. Et semble-t-il, oui, c'est assez pertinent. Je crois que ça taxe quand même plus les revenus que le patrimoine, avec toutes les polémiques qu'il y a eu sur le problème de l'outil de production. Donc, de ce point de vue, ça évite cet écueil. On n'a pas encore la somme de tout ce que cela produit, mais c'est pas négligeable. On parle là peut-être quelque chose une dizaine de milliards d'euros. Une dizaine de milliards d'euros, indépendamment de ce qui se passe sur les entreprises dont vous avez parlé, où c'était plutôt 8 milliards. Donc on commence à avoir des éléments significatifs. Rappelons-nous que la taxe Zuckman
selon ses défenseurs, mais personne n'y croit vraiment, elle aurait pu rapporter 20 milliards, alors que ceux qui disent que si on la mettait en application, ce que disent en gros la plupart des économistes, c'est que ça rapporterait 5 milliards. Donc si là on est à 10 milliards sur les plus riches, comme l'on dit, on est quand même sur quelque chose de substantiel, puisqu'on est pratiquement à l'effet Zuckman, enfin je veux dire en mesurant les choses. Donc je pense qu'il y a, de ce côté-là, il y a un peu de substance, plus que sur l'autre partie dont on discutait préalablement, à savoir les éléments sur le pouvoir d'achat. Il y a une chose qu'on a insuffisamment faite depuis le début de l'émission, c'est écouter les Français. Regardez ce qu'ils demandaient, les Français qui étaient dans la rue aujourd'hui. Il n'y a pas que les milliardaires et les grands chefs d'entreprise qui ont le droit de donner leur opinion sur le sujet. On est tous très concernés. Vous voyez qu'il y a énormément de jeunes qui sont là aujourd'hui parce que c'est aussi leur avenir à eux. Et je pense que c'est montrer que oui, on est important aussi et notre avis compte parce que c'est nous qui allons payer aussi à la fin. On a revendiqué pour les retraites, on n'a rien eu. On en revendique là pour une égalité en fait sociale, on n'a rien en fait. Donc on essaie d'avoir gain de cause en fait. Des résultats qui font qu'on est écouté et non pas méprisé. Révolutionnaire. Là, au micro de Catherine André, il avait dit, Valérie Nataf, le Premier ministre, qu'il se disait sensible aux appels à plus de justice fiscale et qu'il souhaitait des efforts partagés et justes. Il en fait la démonstration avec ce qui filtre aujourd'hui. Alors, on va attendre parce que, comme on le sait, les pistes ne sont pas forcément celles qui seront mises en œuvre. Ça a des ballons d'essai, bien souvent. Bien sûr, mais il y a une volonté d'afficher en tout cas une recherche de plus de justice fiscale. Donc, il y a un certain nombre de choses, vous les avez évoquées avec Claire, il y en a d'autres, me semble-t-il, la hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine et des placements. Je vais trop vite, je vais plus vite que la musique, excusez-moi. Mais on voit qu'il y a là des formes de totems que Sébastien Lecornu veut brandir pour tenter d'afficher sa volonté de plus de justice fiscale. Il dit qu'il l'a entendu. C'est vrai que ce serait difficile de ne pas entendre ce qui apparaît dans tous les sondages, dans toutes les manifestations, cette volonté de taxer de faire contribuer ceux qui peuvent le plus. Je m'arrête sur la flat tax parce que ça, franchement, c'est cher au cœur d'un homme, Emmanuel Macron. Vous voyez l'exécutif aujourd'hui être prêt à revenir comme ça sur les totems. Ça pourrait constituer un désaveu pour le président français. Non, Emmanuel Macron tient à deux choses dans son bilan économique. Premièrement, la réforme des retraites. Et moi, je considère qu'il n'a pas été assez loin, mais enfin, on a eu quand même 6 mois de manifestation. La réforme des retraites et deuxièmement la flat tax. Et lorsque vous dirigez vos questions sur tous les gens qui sont concernés, et qui représentaient quand même le noyau dur de l'électorat macroniste, ils disent heureusement qu'il y a eu la flat tax, elle était extrêmement positive. S'il abandonnait la flat tax, là, son bilan économique serait vraiment grévé. Deuxièmement, juste sur ce que venait de dire Claire, vous avez là une bonne nouvelle, c'est que les impôts de production sur les entreprises sont moins augmentés que les impôts, si c'est concrétisé demain, sur les fortunes les plus élevées et sur les plus aisées. Troisièmement, il manque une piste énorme, c'est l'élargissement de l'assiette, déjà sur d'autres ménages, et puis les retraités les plus aisés. Les retraités en France, je ne parle pas des petites retraites, ont un niveau de pouvoir d'achat supérieur aux autres pays européens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal lorsqu'on a une France avec des actifs qui ne sont pas assez payés, d'avoir des retraités qui en général sont propriétaires de leur logement, d'avoir un niveau de pouvoir d'achat égal aux actifs. C'est totalement contre-productif. Mais je reviens à une chose, on ne peut pas faire une telle réforme alors que probablement il y aura des élections anticipées et on sait très bien qu'à droite et au centre, on a besoin des retraités et des seniors pour une telle élection. Mais c'est évident qu'il faudrait améliorer le sort des actifs et plus taxer les retraités aisés, même s'il y en a devant leur poste qui sursautent à ce que je dis. Alors, oui, alors ça, à n'en pas douter. À n'en pas douter. On y vient à la CSG, Valérie, c'est maintenant. La CSG, une hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine et des placements. Alors, par exemple, regardez ce petit graphique qu'on vous a préparé sur l'assurance vie. Par exemple, sur le plan épargne logement. Par exemple, sur les revenus locatifs touchés à l'épargne. Claire Fournier. Et surtout, l'assurance vie, là aussi, il y a des gens qui sursautent devant leur poste parce que
c'est 19 millions de Français qui ont une assurance vie. Donc c'est un Français sur 3 quasiment. C'est quelque chose qui est très cher au cœur des Français, des épargnants français. Donc là, on leur dit, on va augmenter votre CSG, puis sur votre plan d'épargne logement, etc. Donc ça peut faire sursauter. Mais effectivement, dans la mesure où on promet de la justice fiscale aux Français, où on promet de trouver des milliards là où ils sont, ça a le mérite de faire les deux. C'est-à-dire que si on relève d'un point la CSG sur ces revenus du patrimoine-là, on récolte 2 milliards. Alors bon, c'est pareil, on fait petit caillou par petit caillou, mais donc ça permet de récolter de l'argent et puis de cibler effectivement quand même des gens aisés, parce que quand vous avez des revenus locatifs, c'est que vous avez votre résidence principale et puis un investissement locatif quelque part. Si vous avez une assurance vie, c'est aussi qu'a priori vous pouvez épargner. Donc ça peut faire partie des mesures qui soient bien accueillies par l'ensemble des Français. Je me retourne vers le représentant du Parti socialiste sur ce plateau. Je ne suis pas le représentant du Parti socialiste. Ancien ministre socialiste, du coup, j'ai décidé que c'était pareil. Ils ont une sensibilité qui s'exprime. Alors, vous prenez ou pas une telle mesure ? Je pense que pour l'essentiel, oui, ça va. C'est quelque chose qui est nécessaire. Ça a même un effet, s'agissant de l'assurance vie, c'est que ça incite un peu à la consommation. On a un problème de consommation, on épargne beaucoup trop en termes de macroéconomique. Je veux dire par là, le fonctionnement général de l'économie, on épargne beaucoup trop. Ceux qui épargnent, ils épargnent notamment en direction de l'assurance vie. Donc mettre un petit clignotant en disant, vous savez, l'assurance vie, c'est pas ça qui va vous faire gagner beaucoup d'argent par les temps qui courent et vous feriez mieux de dépenser un peu dans la consommation, y compris autour de vous. C'est finalement une mesure qui a du sens au plan économique, au-delà du fait qu'elle a du sens au plan fiscal et au plan budgétaire. Donc on est quand même... alors évidemment, c'est pas la doxa que tout le monde, à juste titre, vous dira. C'est le problème du budget de la France, c'est quand même la dépense, c'est pas les recettes. Là, on est sur la partie recettes et sur ça, on sait mieux faire, si j'ose dire, que sur les dépenses. Donc, sur la partie recettes, oui, il y a un rééquilibrage quand même assez net. J'allais dire, la justice fiscale. Il y a un vent relatif de justice fiscale qui passe dans les propositions qui sont faites. Mais est-ce que c'est pas malin politiquement quand même à la fin de la journée tout ça ? C'est que on commence l'émission en disant c'est le retour du sarkozysme avec le travailler plus pour gagner plus, et là maintenant on est sur il y a un vent qui pourrait plaire. C'est Sarkozy et Hollande, c'est ça que vous voulez dire ? Et oui, c'est le fameux en même temps. Voilà. Mais est-ce que c'est pas malin ? Est-ce que ce sera pas malin à la fin ? Malin, j'en sais rien, ça dépend pourquoi. Si vous me posez la question de savoir est-ce que c'est avec ça que vous allez conquérir l'accord tacite du Parti socialiste pour le budget, j'en doute. Si vous me dites qu'un certain nombre de gens de sensibilité réformiste, on va dire, disent que quand même un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras, que les grandes réformes puissantes, celles que propose Antoine Fouché, par exemple, sur le pouvoir d'achat, qui n'est pas dans les mains de Monsieur Lecornu aujourd'hui, il n'a pas le pouvoir d'engager une réforme aussi stratégique. Donc, dans un cadre très limité, je trouve que, évidemment, ça peut avoir une certaine forme d'habileté de montrer que le gouvernement, bon an, mal an, a pris en compte les choses, même si on est loin des propositions du Parti socialiste. Mais voilà, on voit que quand même le gouvernement essaye de trouver une voie entre les deux. Maintenant, il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de diminution sensible de la dépense publique annoncée aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Et donc, on voit qu'il y a quand même des problèmes majeurs. Non, mais l'affaire n'est pas terminée, puisque demain, il va se passer des choses. Bien sûr, mais il me semble que ce que nous sommes en train de détailler, ce sont, et je ne veux être désobligeante envers personne, mais on n'a pas une réforme waouh. On n'a que des mesures parce qu'on est dans une situation politique qui est une impasse, et donc il faut essayer de se concilier les grâces des uns et des autres. Mais on avait un Premier ministre qui avait promis la rupture. Non, et là, oui, mais la rupture, d'après ce que j'ai compris, il disait que c'était une rupture par rapport à messieurs Barnier et Bayrou, pas forcément par rapport à monsieur Macron. Et sur la méthode. Voilà. Sur la méthode, donc, ce dont nous débattons aujourd'hui, c'est d'une forme d'accommodement pour avoir le budget le moins terrible possible, le plus l'acceptabilité. Vous vous rappelez, on a beaucoup dit ça pendant la période du Covid. On y est là. L'accommodement. Voilà, l'accommodement. En cuisine, on appelle l'accommodement des restes. Exactement, ou l'accommodement raisonnable sur d'autres sujets. On y est, je crois, et non pas à une forme de on remet tout à plat, parce que personne n'a la possibilité politique de faire mieux que cela. Oui, Renaud, et après je vais parler des entreprises.
Mais le problème, il est politique. C'est que pour avoir l'accord du PS et un compromis, on va dire un compromis à l'allemande, il faudrait avoir des députés socialistes qui n'ont pas peur d'avoir un compromis et d'avoir un accord de non-censure, parce que c'est ce que souhaite le Cornu. Le Cornu ne peut rester à Matignon que s'il obtient un accord de non-censure quelques semaines ou quelques mois de la part du PS. Mais à partir du moment où vous avez des députés du PS qui, pardonnez-moi de faire de la cuisine électorale, dans leur circonscription, ils ont besoin d'avoir des voix de LFI et des reports de LFI pour être réélus. Donc, ils ne peuvent pas toper, comme on dit, avec Sébastien Lecornu, sur des mesures qui ne sont pas assez à la hauteur pour eux. Donc, on est coincé par un PS qui n'a pas choisi de redevenir un parti de gouvernement plus central, centre-gauche, en disant j'aurai des reports des voix macronistes. Non, il reste dans la NUPES. Pour les élections, il reste dans la NUPES. Je suis désolé, on l'a vu dans l'élection en Espagne des Français de l'étranger. Le PS appelle à voter LFI. Je voudrais qu'on voit le petit tableau qu'on a fait des pistes sur taxation des plus riches. Il ne faut pas qu'on oublie les entreprises. Voilà, c'est la deuxième partie. Baisse du crédit d'impôt recherche, surtaxe d'impôt sur les sociétés. Vous suivez ? Eh bien, vous le savez, le MEDEF, il est déjà pas très content et déjà, il appelle à la mobilisation. C'est le 13 octobre prochain parce que depuis des semaines, les entreprises, notamment les grandes, elles comprennent qu'elles n'échapperont pas à une hausse de fiscalité dans le budget. Elles vont hurler ce soir entre elles, les entreprises. Elles hurlent déjà. Hein. Oui, mais est-ce que ça va aggraver la situation, ce qui filtre à chaque heure qui passe ? Ce sont vraiment des entreprises françaises. On avait parfois des doutes, mais la manière dont elles se comportent est à l'image des Français. Ils ne hurlent pas vraiment. Si elles se mobilisent, vous savez que le MEDEF a appelé une mobilisation massive le 13 octobre, ce qui ne lui ressemble pas forcément, c'est notamment parce qu'elles savent qu'en termes d'impôts, elles vont passer à la caisse. Alors, Renaud disait, l'impôt de production n'est pas tellement visé. Bah, si, parce que la surtaxe d'impôt sur les sociétés, qui a rapporté 8 milliards sur le budget présent, c'est un impôt sur la production. Donc, oui, mais c'est les entreprises. Non, c'est pas un impôt sur la production, c'est un impôt sur les résultats. Oui. Et c'est pour les entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Oui, les grosses, les très grosses. On n'est pas sur le tissu des PME, PMI et entreprises intermédiaires. Et ça, effectivement, c'est très important parce que c'est le tissu, notamment dans les régions, de beaucoup d'emplois. Franchement, ça aurait pu être pire pour les entreprises. Ça aurait vraiment pu être pire. Mais c'est probablement cette surtaxe d'impôt sur les sociétés qui va rapporter le plus. Oui. C'était 8 milliards sur une seule année. Il n'y a rien d'autre comme recette, comme impôt supplémentaire qui a permis de récolter 8 milliards. Mais comme disent Donc la tentation est grande, évidemment, de à nouveau faire appel à cette manne-là, les entreprises françaises qui, du coup, protestent, disent qu'elles ont déjà les niveaux d'impôt les plus élevés de l'OCDE, etc. Donc elles vont déjà hurler. Et le crédit d'impôt recherche, encore une fois, on cherche toujours à raboter les niches fiscales parce que c'est 100 milliards d'euros de manque à gagner dans les caisses de l'État. Donc à chaque fois, on se dit il faut impérativement qu'on s'attaque aux niches fiscales. Et puis vous regardez, le crédit d'impôt recherche, il facilite l'innovation en France. Donc si vous y touchez, vous risquez de... Non, il marche pas. Pas toutes les boîtes. Non, il marche pas. Il y a des boîtes qui en abusent. Non, qu'on abuse. Franchement, il y a un effet d'aubaine, mais si on ne l'avait pas, Renaud, on ne serait pas considéré comme aussi attractif qu'on l'est aujourd'hui. On va dire que ça ne marche pas, Renaud. Non, le bilan... Non, regardez le bilan financier du crédit d'impôt de recherche, il est négatif. Pour le coup, la France n'évalue jamais sa dépense publique. L'évaluation sur le crédit d'impôt recherche, elle est mauvaise. Deuxièmement, on aurait pu avoir effectivement des impôts plus forts sur la production, et on voit quand même que l'orientation forte, c'est le travail, la production, et ça, c'est très important pour créer des richesses et créer de la croissance. Allez, on en vient à une proposition que beaucoup qualifient de choc maintenant. C'est un plan de départ volontaire, en quelque sorte, ni plus ni moins, que propose le député des Hauts-de-Seine, Philippe Juvin. Il est de la droite républicaine, pour réduire le coût des fonctionnaires d'État. Alors, il n'est pas seulement question de ne pas remplacer la totalité des fonctionnaires qui partent à la retraite, mais de les inciter à quitter définitivement la fonction grâce à une carotte financière. Et il en a fait une tribune, c'était dans Le Monde, il y a quelques jours. Mais pour tout comprendre, Claire Fournier, bien évidemment. On y retourne. Claire Fournier, en quoi consisterait précisément, concrètement, ce plan ? Expliquez-nous. Alors, on va peut-être voir le petit schéma précédent.
parce que effectivement, il faut expliquer ce que propose Philippe Juvin. Il propose qu'on incite les fonctionnaires à démissionner en leur versant 70%. Oui, vous avez bien entendu, 70% de leur rémunération sur 10 ans. On y est. Voilà. Exactement. Donc c'est en fait une sorte de rente mensuelle, hein, même s'ils décident d'avoir une autre activité, de créer leur entreprise, que sais-je. Et pourquoi est-ce qu'il propose ça? Parce qu'il dit, dès la première année, la masse salariale des partants baisserait de 30% et elle baisserait de 100% au bout de 10 ans. Alors c'est vrai que l'État français, évidemment, investit beaucoup dans ses fonctionnaires. C'est 360 milliards d'euros qui sont versés chaque année au titre de la rémunération et des retraites des fonctionnaires. Après, cette mesure, évidemment, elle fait polémique, elle est choc parce qu'il faut expliquer pourquoi on va payer des gens à rien faire pendant 10 ans alors qu'ils touchent 70% de leur rémunération. C'est la seule façon, selon Philippe Juvin, de réduire cette masse de fonctionnaires que l'on a en France. Alors, on voyait effectivement la comparaison avec l'Allemagne. On est aujourd'hui à près de 6 millions de fonctionnaires en France et 2 millions de plus qu'en Allemagne. À population identique. Exactement. Et il a fait ses petits calculs, Philippe Juvin. Il dit, par exemple, dans l'éducation nationale, il y aurait 50 000 postes en moins dès les premières années parce qu'il y aurait 50 000 personnes qui profiteraient de cette mesure. Il explique qu'il faut de toute façon réduire les postes dans l'éducation nationale parce que le nombre d'enfants en France diminue. Mais enfin, c'est sûr que c'est peu probable que ça soit mis en place, parce qu'encore une fois, il faut justifier pourquoi on paye des fonctionnaires à rien faire. Mais voilà, ça fait choc, ça fait polémique. Beaucoup Claire. Alors, votre avis au jeu des recherches d'économie budgétaire, est-ce qu'il a raison de remettre une pièce dans la machine Je pense que LFI est battu là, parce que, Philippe Juvin, il est dans un service hospitalier. Il imagine que la moitié de son service hospitalier fiche le camp avec 70%. Enfin, c'est. Non mais bon, je veux dire, franchement. Je veux dire, comment il finance ça? Il explique, pardon, j'ai pas lu son article. Il explique comment il finance ça? Il finance ça parce qu'à long terme, la masse salariale diminue. Enfin, donc comment l'État peut-on croire? Alors, mais ça coûte très cher. Il le reconnaît lui-même. Hein. Et il dit qu'il faudra beaucoup de pédagogie. Oui. Oui, non mais écoutez, il y a sûrement un certain nombre de... D'abord, les comparaisons avec l'Allemagne, ils sont beaucoup plus décentralisés, donc la fonction publique d'État est beaucoup moins grande. Bon, ils ont des hôpitaux qui sont pour la plupart des hôpitaux privés à but non lucratif. Nous, c'est des hôpitaux d'État, donc on a beaucoup plus de fonctionnaires. Donc à partir de là, la comptabilité n'est pas la même. Mais honnêtement... je veux bien croire qu'il y a des postes de la fonction publique qui doivent diminuer. Ça ne me choque pas de dire ça. Et il y a sûrement des gains de productivité à faire avec le numérique, etc. Mais c'est pas se proposer 70% à la fonction publique de s'en aller. Enfin, je veux dire, d'être payé à 70% pour s'en aller. C'est même une destruction d'un certain point de vue. Parce que j'imagine que il faudrait l'accord. Enfin, j'imagine que c'est pas simplement l'accord de celui qui bénéficierait, mais aussi l'accord de l'État dans sa proposition. Ouais. Donc, si c'est pour faire ça pour 500 personnes. Ça me paraît déjà très généreux, mais si c'est pour le faire pour plusieurs dizaines de milliers de personnes... Valérie. Il faut rappeler que Philippe Juvin, qui vient d'être nommé d'ailleurs élu rapporteur général du budget, ça nous donne une idée sur sa créativité, voilà. C'est intéressant, on verra ça à l'Assemblée nationale. Philippe Juvin, il appartient aux Républicains. Quelle est la valeur principale des Républicains, disent-ils? C'est la valeur travail. Donc en fait, ce qu'on nous vend là, c'est de l'assistanat à la démission, un cancer, dit Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée. Moi, personnellement, je ne comprends pas cette proposition. Et la retraite à c'est la retraite à 57 ans. Je veux dire, là, il est battu. À 57 ans, vous partez avec 70% de votre salaire. Bonjour, bonsoir. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire, comment on peut dire... Allez-y, Renaud. Non mais moi quand j'ai vu la une de la Tribune du Monde, j'ai cru que c'était un 1er avril. Moi j'ai regardé mon agenda, je me suis dit c'est bizarre, on n'est pas un 1er avril. Mais c'est insensé. C'est insensé. Vous avez là une proposition qui politiquement, mais vous imaginez, je ne sais pas combien d'électeurs de droite ont lu cette tribune ou ont entendu parler de cette proposition, mais je pense que ça a fait perdre des adhérents au parti de Bruno Retailleau. Enfin, payer 70% pendant 10 ans, 70% du brut pendant 10 ans des fonctionnaires qui acceptent de démissionner, c'est déjà possible de démissionner à la fonction publique, ça existe, on peut démissionner. Et puis deuxièmement,
encore une fois, il faut évaluer ce que chaque fonctionnaire coûte à la collectivité. Il y a une immense majorité d'agents publics, de fonctionnaires qui travaillent remarquablement bien, qui s'en donnent parce que c'est une mission au service de la collectivité. Il y a une toute petite minorité de fonctionnaires, comme d'ailleurs dans le secteur privé, qui ne donnent pas vraiment résultat. Eh bien, même si c'est un tabou et une bombe sociale, qu'en France, on ne soit pas dans un emploi à vie, mais que l'emploi soit évalué et qu'à un moment, non pas payer quelqu'un qui va démissionner, mais à un moment donné, accepter notamment que dans les collectivités locales, un maire qui embauche tel ou tel fonctionnaire qui finalement, au bout d'1 an ou 2 ans, ne donne pas du tout satisfaction, il puisse s'en séparer. Qu'une personnalité de droite propose un truc pareil, ça veut dire que la droite libérale dans ce pays, elle n'est pas prête d'exister. Mais le député lui-même, il reconnaît qu'il manque clairement des fonctionnaires dans certains secteurs d'activité et dans des zones géographiques. On pourrait répartir différemment les masses de fonctionnaires. On ne peut pas tomber dans la contrainte. Comme les médecins. Oui, ça marche bien avec les déserts médicaux. Là. C'est ce que j'allais dire. Faire comme les médecins, leur dire vous allez bientôt avoir une obligation de vous installer dans les déserts médicaux. Bon, on voit avec quel enthousiasme c'est reçu. Bon, effectivement, il y a pléthore de fonctionnaires dans certaines catégories de la fonction publique. Il en manque dans d'autres. Souvenez-vous que François Fillon avait pour ambition 500 000 fonctionnaires en moins. C'était un peu l'époque de la surenchère, cette campagne présidentielle. Emmanuel Macron avait dit, moi, je supprimerai 120 000 postes. Bon, résultat des courses, sous son quinquennat, je crois que c'est plus 180 000. Mais parce qu'il y a eu aussi le Covid, parce qu'il y a eu aussi les gilets jaunes, que les Français réclament davantage de services publics. Bon, ce qui est vrai qu'il y a une mauvaise répartition des masses. Vous avez raison, Amélie. Mais c'est vrai que les solutions simplistes comme celle de Philippe Juvin, ça ne fait pas franchement... avancer le débat. En plus, j'imagine qu'il ne va pas proposer ça aux gens qui ont 53 ans. Il va proposer ça à des gens plus jeunes. C'est ça l'idée. Très bien. Et donc, vous imaginez la pyramide des âges à l'intérieur de la fonction publique ? Vous voulez que la fonction publique, il n'y ait plus que des gens de 50 ans et de 22 ans et qu'au milieu, il n'y ait plus rien ? Enfin, c'est pas raisonnable. Non, mais ça va plus loin. Je veux dire, c'est que quand même... Il y a quand même une perte de boussole grave, quoi. Là, je trouve sur les orientations de politique économique, on voit, il y a l'obsession de diminuer la fonction publique. Bon, ça existe sur un échiquier, mais le coût, la méthode, les objectifs sont pas... Non, d'autant plus, très rapidement, la proposition de Philippe Juvin, c'est de payer donc 70% du salaire à ces fonctionnaires qui accepteraient de démissionner. Et ils pourraient prendre un autre emploi. Ah bah bien sûr, donc, on va pas les condamner au bagne. Voilà, et donc, non mais on voit aussi comment expliquer à des Français avec un taux de chômage, etc., qui pour l'instant, fort heureusement, est plutôt stable et qui a été longtemps à la baisse. On va leur expliquer que les fonctionnaires dont ils se plaignent en règle générale, il y en a beaucoup en tout cas à droite et qui se plaignent des fonctionnaires, ils peuvent partir avec un pécule intéressant quand même et monter leur propre entreprise ou aller se faire rémunérer. Franchement, hier on utilisait le terme insensé, je vais le reprendre. C'est insensé. Valérie, vous avez entièrement raison. On avait oublié de parler de ça. C'est un cumul. Oui. C'est pour ça que j'ai cru à un 1er avril. C'est un cumul entre 70% du brut pendant 10 ans, y compris si vous avez un nouveau boulot ou si vous avez monté une boîte. Deuxièmement, plus sérieusement, parce que dans le concours Lépine, on aura atteint des sommets, plus sérieusement, vous avez sur la fonction publique, vous avez encore une fois un défaut d'évaluation. Mais cette proposition, et je rejoins ce que dit Jean-Marie, cette proposition, et je trouve ça extrêmement grave en France, et c'est pas le cas à l'étranger. Lorsque vous discutez en ce moment avec des chefs d'entreprise, à tort ou à raison, ils se disent mais l'inculture économique de la classe politique française, toute confondue, nous emmène au précipice. Pas assez de culture économique, chez les Français d'ailleurs, et chez les politiques. Je voudrais qu'on revienne sur un chiffre qui a été donné par la porte-parole de la police nationale sur ce plateau il y a quelques instants. À l'issue de la journée de mobilisation à Paris, on est vraiment sur la fin. D'ailleurs, regardez, on voit des images de la journée, mais vraiment on est sur les fins de mobilisation. 185 000 manifestants à 17h. Ça, c'est pour la police. Les chiffres de la police. Ce que nous disait la CGT un peu plus tôt, c'était 600 000 manifestants selon le syndicat. Mais quoi qu'il en soit, ils revendiquaient 1 million de manifestants le 18 septembre dernier. On a beaucoup demandé si c'était un échec. Est-ce que vous pensez que c'en est un ? Ou aussi, je reformule, est-ce que dans le rapport de force actuel avec le gouvernement, les syndicats viennent de perdre du terrain ? Alors, oui,
facialement, quand il y a moins de monde, vous dites que vous êtes affaibli. Mais j'entendais tout à l'heure, un éducateur spécialisé, 34 ans de carrière, 2 000 € de salaire, chaque journée de grève lui coûte 180 €. À partir du moment où vous avez 3 journées de grève, eh bien, vous ne pouvez plus. Il y a une forme, on parle du pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat des grévistes. Alors certes, quand il y a des syndicats, il y a des caisses de grève, mais ça représente un budget que beaucoup de salariés ne peuvent pas se permettre de payer. Renaud ? Oui, c'est un échec. C'est un échec pour les syndicats parce qu'il y a 2 fois moins de monde en France, 2 fois moins de manifestants qu'il y a un mois. Mais j'abonde totalement avec ce que dit Valérie. Ça coûte très cher de faire une grève en France. Parce que, évidemment, les jours de grève ne sont plus payés, notamment dans l'éducation nationale, où il y a encore 15 ou 20 ans, il y avait un arrangement. À la fin, il y avait des caisses de grève. Tout cela n'existe plus. Et pour des professeurs qui sont mal payés, pour des policiers qui sont mal payés, en l'occurrence, ils surveillent les manifestations, et pour des fonctionnaires qui sont pour la plupart mal payés, c'est pour ça qu'il faut évaluer la dépense publique, eh bien, ça coûte cher de faire une grève. Et dernière chose, il n'y a pas un mot d'ordre unique. On n'est pas contre le CPE, on n'est pas contre la taxe carbone. Vous voyez, il n'y a pas un objet unique qu'il faut faire renoncer. On n'est plus sur les inégalités sociales, et c'est dur de manifester très largement dans le pays. Le rapport de force, est-ce qu'il est en train de tourner entre gouvernement et syndicats ? 30% de baisse de mobilisation, ça met largement moins la pression sur le gouvernement, ça c'est sûr. Maintenant, il y a un risque quand même de bordélisation de l'automne, avec multiplication comme ça des mobilisations, notamment celles qui sont hors syndicat. Alors c'est vrai que le mouvement Bloquons Tout n'a pas eu de suite, mais on sent quand même qu'il y a une fébrilité chez les Français et qu'ils ont encore, avant les élections, beaucoup de temps pour manifester. La colère sociale reste là. C'est pas parce qu'il y a moins de monde que la colère sociale n'est pas là. Il y a eu quelques petites victoires quand même des syndicats ces derniers jours, la retraite des femmes, mais dans cette même lettre, ils promettaient d'autres ouvertures potentiellement. Le Premier ministre Valérie Nataf, il y a encore des marges de discussion, d'annonces, de progression. Alors, c'est ce que les syndicats espèrent, avec une marge de négociation plus grande. C'est aussi ce qu'espère Sébastien Lecornu. Il y a eu quelques avancées, mais toujours pour les syndicats, trop peu, trop tard. Donc on verra comment ça se finira. En quelques mots. Ça peut avoir un effet rebours parce que les syndicats vont voir la limite de leur mobilisation et de leur position dure. Et donc ils peuvent être tentés d'aller plus à la négociation et le gouvernement plus obligé à aller vers la négociation vers eux. Je veux dire, on peut avoir un climat un peu dialectique, j'allais dire, qui fait que paradoxalement, ça peut nouer des choses à un moment si les syndicats baissent leurs exigences, je pense notamment à la CFDT, parce que là, il y a des limites à la mobilisation, on le voit bien. Il peut y avoir peut-être un chemin aussi d'un dialogue. Merci d'avoir participé au grand dossier. Merci bien évidemment à vous de l'avoir regardé.